¿Dónde está Meti? Bonsoir à tous. Meti Navajo, qui est autrice en résidence au théâtre depuis 2 ans maintenant. On va entamer la 3e année bientôt, en septembre. On est ravis c'est la 2e réouverture publique depuis le sacré confinement que nous avons vécu. Donc voilà, c'est progressif, c'est en intimité, en proximité. On a beaucoup réfléchi avec Meti si on faisait cette restitution qui était prévue le 11 mai au départ. Et on a voulu le faire quand même, parce que nos amis qui sont derrière, qui se concentrent et qui se préparent, c'est pour ça que je ne vais pas être très longue, pour ne pas les déstabiliser, mais voilà, ont beaucoup travaillé. Le lien a toujours été maintenu aussi pendant le confinement, et c'était important de clôturer cet atelier. On verra s'il a des suites l'année prochaine, mais en tout cas, il y a eu un bel engagement de tous, donc c'était important qu'on vous le partage ce soir. Un petit mot aussi parce que donc on est en pleine réouverture du théâtre avec tout ce que cela suppose de réjouissance et en même temps d'expérience. Demain, on présentera la saison 20-21 en présence et en distance. Je préfère ce mot-là que le présentiel et le distanciel qui paraît très bizarre, mais donc il y aura des gens demain qui seront accueillis comme ce soir pour présenter donc notre grande saison de l'année prochaine, puisque elle est aussi augmentée des spectacles qui seront certaines créations de cette année qui sont reportées la saison prochaine. Et puis Meti, voilà, avec Meti, on va avoir une série de rendez-vous encore la saison prochaine, et notamment, là on clôture cette saison, on réouvre la saison, on refermera la saison. Meti ouvre et ferme, comme trait d'union, comme lien entre nous et vous, et donc le prochain rendez-vous avec Meti et d'autres compagnons auteurs se fera le 19 septembre pour le bal littéraire, mais on en parlera plus demain. Donc là, nous allons vivre cette restitution, et puis ils sont en jeu, donc c'est pour ça que je ne veux pas aller trop vite. Je te donne un petit mot simplement pour que tu présentes peut-être cet atelier, et on boira un coup après, comme ça on pourra plus discuter. Ouais. Bienvenue en tout cas, merci d'être là. Oui, merci d'être là. Je ne vais pas ajouter grand-chose, c'est un groupe d'ateliers d'écriture, donc c'est pas un spectacle, c'est une présentation, c'est une lecture. C'est un groupe très agréable, avec qui on a fait un bon cycle d'ateliers. Ils étaient 8, le noyau dur de ce groupe d'écrivains était 8, donc il en manque un qui a déménagé à Grenoble récemment, mais dont les textes sont lus ce soir. Et voilà, les 7 autres sont bien présents pour se faire entendre. Merci d'être là, bonne présentation. La scène se passe à Folcren. Il est 14 h et le soleil brille haut dans le ciel en ce beau samedi estival. Les abords de la mairie sont noirs de monde en ce jour d'inauguration. La ville est en pleine mutation depuis plusieurs années, et tout particulièrement l'axe passant devant la mairie. Ça court de partout pour les jeunes. Ça rit et tourne de bras en bras dans une valse chaotique pour les autres. Aujourd'hui, le service municipal a décidé de rendre réel le slogan centenaire de la ville. Qu'on y vive, qu'on y vienne, qu'on y passe, on a envie d'y laisser notre trace. En effet, les travaux du tramway ne sont pas finis, mais les trottoirs le seront d'ici peu. À l'image d'un Hollywood Boulevard rempli d'étoiles, la ville a décidé que tous ceux qui le souhaitaient laisseraient leur trace dans les petites cases de coulées de béton destinées à former un patchwork inédit sur près de 500 mètres de la ville.
Les scènes se passent à Leyde, la ville des rues sans sens. Le maire avait engagé des travaux au cœur de la ville, mais personne ne savait pourquoi. Des travaux qui remuaient tout le sol, Qui croisaient la Sauzet, l'asphalte, qui sortaient les installations souterraines de la ville, les tuyaux d'eau, des gaz, d'électricité. tout à l'extérieur à nouveau, traversé par les flous des piétons et des voitures. Les voies de la route avaient été déplacées, des barrières délimitaient de nouveaux tracés. On pense que ces déplacements de route correspondaient à une erreur. Une mauvaise impression des plans faits par l'urbaniste décalait la ligne du dessin. De quelques millimètres, Ça veut dire de quelques mètres à l'échelle réelle de la ville. la foule traversait tout ça. Personne ne disait rien. Ils étaient habitués à se déplacer dans tous les sens. C'était la spécificité de Leiden. Pour aller à un endroit, il n'était pas nécessaire de prendre une direction ou un sens. Il fallait juste se mettre en route vers n'importe où. Le lieu se trouvait au bout du chemin. La scène se passe à Vélorii. Il est 18h30. Je tente de me frayer un chemin. Je veux savoir s'il y a du sang, je veux le voir. Un cordon de sécurité nous empêche d'avancer. Il y a au moins 50 personnes. Mais que se passe-t-il, sacrebleu? Monsieur, savez-vous qui sont ces gens? Madame, avez-vous entendu quelque chose? Personne ne sait. Mais tout le monde s'attend à une découverte. Je me rapproche tant bien que mal et je parviens à entendre un bout de conversation. Chantier interrompu, arrivée d'une équipe d'archéos mérovingiens. Ça alors, on aurait débusqué un ancien site mérovingien ici à Vélorii. La lumière se rallume brusquement, le projecteur dirigé vers un seul homme. Il est au-dessus de la foule, sur une estrade improvisée installée non loin de la mairie. Il va prendre la parole. L'heure est grave. Merci d'être venus si nombreux à ce rendez-vous des indignés. Nous devons agir vite avant que les autorités n'interviennent. Il faut à tout prix empêcher le chantier. Tout arrêter. Les Parisiens nous envahissent. Le plan est le suivant. Les barrières et palissades doivent être déplacées. Emparez-vous-en et faisons bloc vers le nord. Nous allons construire un grand mur anti-parisien. Mais ce que Marco l'indigné n'avait pas prévu, c'est la contre-action du collectif monter les prix, faire du profit. Un collectif vénère de promoteurs et d'agents immobiliers extrémistes et prêt à tout, eux aussi, pour revaloriser la ville de demain. Personnage. L'homme. Passant 1. Passant 2. Passant 3. La femme au sandwich. L'enfant. Le maire. La journaliste. La patronne.
L'auteur. L'homme a de larges épaules. Le contour de son visage est anguleux, presque régulier. Il est dans l'âge fort. Il est de la race de ceux qui se relèvent lorsqu'ils tombent. Il y a ici une scène de dialogue qui a été coupée au montage. L'auteur. La scène se déroule à Mabji. Au centre d'un rond-point se dresse une étrange statue. Un homme grimpe dessus. C'est d'été, à l'heure du repas. Une femme mange un sandwich. Petit à petit, la foule s'amasse autour de l'homme. Ils sont bientôt une centaine. Il y a ici une autre scène qui a été coupée au montage. L'auteur. Tout d'un coup, l'homme, debout sur la statue, se met à agiter ses membres de façon frénétique. Le robot, à côté, lance la chanson de Céline Dion, All by Myself. All by myself. La musique s'étend dans tout le quartier. Son corps semble se désarticuler de plus en plus et sa danse étrange s'accélère tandis qu'il prend la parole. Et là, idéalement, il faudrait écrire un putain de monologue, le genre de truc un peu à la Coltès, qui te prend 6 pages et où tu comprends tout et où c'est bien écrit. Mais j'ai un peu la flemme, donc voilà. Le conducteur d'engin. Il le fluait, ce qui marque un paradoxe avec les grosses machines qu'il manœuvre. Entre son casque et son gilet de chantier, on voit 2 yeux noirs, concentrés. L'attention, c'est une question de respect. Pour soi, les autres, la nature, le monde. Prendre soin et réfléchir à la portée de mes actes. C'est ce qu'il espère transmettre à sa fille. Dans la vie, il faut être attentif et anticiper. Qu'est-ce que c'est agaçant, les gens qui planent, des gens mous, jamais réveillés, peut-être non éveillés, idiots. Le visage de sa fille endormie, l'air si paisible dans son trop grand lit. Il va la voir chaque matin, avant de partir travailler, bien avant l'eau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'arrive du Haut-de-Vitry en voiture. Je m'extirpe de la N7 vers l'Uragon pour amorcer la descente. Le double bus 180 est en face de moi. Je vais me retrouver au centre du carrefour. Je n'avance pas. Je klaxonne. Le type me double. C'est lui qui restera coincé. Le feu passe au vert. Le premier tuile n'est pas assez réactif de 3 secondes. Klaxonne. Je mets la radio. J'aurais plus vite fait à pied. Ils me l'avaient bien dit, mes amis parisiens. Fais gaffe, passe pas le périph', tu sais, c'est pas trop là-bas, c'est plus pareil. La première fois, j'ai pris le scooter. Il faisait encore beau, j'étais en t-shirt, gants d'été, tout ça. À la Porte d'Italie, c'est déjà un peu moche, c'est gris, c'est 98 sans plomb. Je longe le périph' par la droite. Et là, je pense à cette scène dans Terminator 2, où le gamin qui s'échappe au T-1000 en mobilette se retrouve piégé dans ces canaux industriels. J'arrive au carrefour, c'est le début de la départementale 5. Je m'engage dans cette avenue et je me sens comme dans ce film de John Carpenter où un mec est prisonnier d'une ville et quand il pense en sortir à la fin de la route, il se retrouve à l'entrée de la ville. 20 minutes d'autoroute. 20 minutes dans mes pensées. Puis 10 minutes de feu rouge. C'est la dernière ligne droite. Musée Magval, la Libération. Chez Axel, 10%. Le cimetière, 25%. Ton ancienne école, 60%. Le Roi Merlin, 80%. L'étrange tour, 100%. Durée moyenne du trajet, 30 minutes. Monter la rue. Les graffitis dans les murs comme des tatouages dans la peau de la ville. Arrivé au carrefour de la mairie, côté café du théâtre. Le centre-ville en travaux. Traverser la route. Les panneaux de chantier, la voie des bus s'improvise à chaque fois selon les travaux plus loin, de l'autre côté, dans le sens inverse. Le sol creusé, percé, de la terre, du béton, de la pierre et de l'asphalte.
comme desqualification dans le corps. 18h10. J'éteins l'ordinateur. Je m'équipe. Bonnet, écharpe, gants, écouteurs branchés, toujours vissés aux oreilles. Parapluie à la main au cas où. Je traverse l'avenue du colonel Fabien. Je passe aussi vite de Villejuif à Vitry en un claquement de doigts. Une foulée. Limite communale en noir sur blanc, cadrée de rouge. Ruelle en face. Pavillon, pavillon, pavillon. Je suis sur le plateau. J'entame la descente. Virage à droite, je marche. Débouche sur la rue Édouard Tremblay. Étroite. Si étroite. Les voitures filent à vive allure. Je n'entends plus ma musique. Le son des véhicules résonne dans cette cuvette entourée de part et d'autre de hauts murs. Je m'enfonce dans cette déclivité. Descente abrupte, infinie, tant de fois parcourue pour atteindre le bas Vitry. Le vrai Vitry. Je sors de chez moi, rue Jean-Pierre Timbaud. Je dois me rendre au théâtre Jean Villard de Vitry. Je prends le métro 5, direction Place d'Italie. Là, j'ai deux options. Soit je descends à la gare d'Austerlitz, emprunte le RERC pour la gare de Vitry. Un itinéraire que j'aime pas très souvent, malgré le fait qu'il soit peu court. Parce que des fois, je me retrouve en train de faire 15 minutes sur le froid, au bord du quai, à attendre le train. Voilà pourquoi j'hésite. Le métro va bientôt arriver à la gare d'Austerlitz. Il faut bien que je me décide. Ok, ça y est, je vais descendre Place d'Italie. Ici, j'ai encore deux possibilités. Soit je passe par la mairie de Vitry, soit par Vitry et Aragon. Bon, les deux chemins sont presque équidistants, donc je monte juste dans le premier train qui vient. Il est là, le métro en direction mairie d'Ivry. Je saute dedans, arrivé à la mairie d'Ivry. Je monte dans le bus 132, direction Moulin-Vert. Jusque-là, tout a été fluide, jusqu'à l'approche d'Exploradome. Je commence à réfléchir à cause des travaux qui s'effectuent sur la D5. Oui, là, je réfléchis qu'il faut que je descende à l'arrêt Audijoie, qui est un peu plus distant du théâtre. Sinon, je devrais normalement descendre à l'hôtel de ville de Vitry. Mais là, j'hésite, parce que la dernière fois, j'ai fait presque 5 minutes d'une station à une autre à cause des bouchons causés par la travaux de la D5. Donc, je pense qu'il serait mieux que je descende une station avant et finir à pied, car je gagnerai quelques minutes à pied. Me voilà à pied, pressé comme jamais. Je n'ai même pas la moindre seconde pour regarder à gauche, à droite. Pour clôturer, je me fais bousculer par un piéton aussi pressé que moi. Désolé, monsieur, sont des mots qui sortent mutuellement de nos langues, sans même chercher à savoir qui a bousculé l'autre. Pas de souci, je continue mon chemin. J'entre au théâtre, presque tout le monde y est déjà. Bonsoir, et désolé pour le retard. Dès que je prends place, on me dit Gino, dis un mot, car aujourd'hui, chacun entre avec un mot, et je dis encore désolé. C'est à Vitry, au théâtre Jean Villard. C'est à 18h30. Là où une bande d'esprits hagards sont convoqués par une maîtresse chamanique mexicaine. Bel assemblage de caractères et de parcours différents, à la similitude seule d'exister dans ce temps donné par leur création. Belle mission d'un désir personnel se muant en une recherche collective, en un lieu où l'écriture toujours est maîtresse. Beau souvenir d'un temps hors du monde, où chacun fait profession d'honnête homme, que le texte vomit le parole, écrasant l'apparence, les belles convenances et la bienséance. Bon rappel enfin que notre humanité se construit et doit s'entretenir dans le rapport à l'autre, dans la simplicité
l'écoute et le respect. Je voudrais commencer par l'homme qui se trouve à ma droite, Gino, qui n'est pas là, en fait. Il est ce que ma jeune génération ne connaît pas. Il est d'une histoire étrangère, lointaine, celle que je n'appréhende pas. Il me frappe lorsqu'il parle. Sa brutalité me fige. Moi, je n'ai pas connu une guerre que je ne peux pas fuir. Mais l'histoire d'un homme ne se résume pas à son malheur et de sa gentillesse aujourd'hui. J'en suis le complice. Dans ta salle de classe, tu te dis que tu es le dernier. Pourtant, ton professeur de mathématiques dit toujours aux autres élèves que tu es un génie. Tu travailles et on gagne tes sous. Tu te remets à Dieu et te dis juste que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Dans la forêt, tu t'échappes entre 5 militaires et tu te dis que c'était toi le vrai soldat. Maman te dit d'apprendre tes leçons. Tu te dis que la technique c'est ton école et que tu n'as pas besoin d'histoire et de géographie dans ta vie. Tu as 100 km à parcourir et tu essayes de penser que l'arrivée est juste au prochain virage. Vint ensuite l'homme dont les cheveux forment une montagne. Il existe probablement ce talent caché, mais sait mettre à profit ceux dont il a connaissance. Je le soupçonne d'être le genre à construire des maisons de briques et de ciment. Florent. Tu roules cheveux au vent. Tu voles entre les champs. Tu rêves si fort, tu t'y crois autant. Tu es juste adolescent. Tu trembles, tes genoux claquent. Cette peur ne t'avait pas manqué. Délicatement, tes mains, tu plaques sur ce micro. Tu vas chanter. Tu marches au bord de l'eau. Ce que c'est beau la nuit tombante. Des reflets d'or, tu n'as plus de mots. C'est ces soirs-là que tout se tente. Tu es amorphe sur un coin de ton canapé, comme sur un radeau pour cette nuit. Le doute et la noirceur t'ont happé. Quelle est ta place dans cette vie? Un ours a également trouvé refuge dans notre assemblée. Il est très chaleureux et sans doute très confortable. Pour supporter l'hiver, il fait une collection compulsive de crayons de couleur dont il n'a l'usage que d'un seul, mais dont il, et nous le présumons tous, doit apprécier la compagnie. 2020, Cap Sèche, ampoule inactinique, silence radieux. Avec tes vieilles chimies, ça fait tourner la tête. T'étales 2000, direct, dans un révélateur toxique. Mais les noirs ressortent comme une lumière profonde. Business class, en vol pour Buenos Aires. C'est pas tous les jours les omelettes à la truffe, servies avec du XO pour la soupe. Une dernière flûte avant la couette, et zouf, on change les étoiles dans le ciel. Avenue d'Italie, dimanche dernier. À 14h, les bonnes affaires. 1 € le kilo, 1 € la douzaine. Guacamole pour les copains. Ça fait longtemps que tu l'attendais. Carnac, la voix de Dieu. La Bretagne, tu connais bien, pourtant. Et toutes ces pierres debout, alignées, colossales. Puis, il y a l'âme discrète. D'aucuns la diront timide, d'autres la verront sereine. Mais en d'autres lieux et d'autres situations, elle est certainement guerrière, sa main retirant sa hache fumante d'un crâne de gobelin. Fanny. C'est une maison bleue, mais la tienne était rouge. Aussi nostalgique que la chanson, la maison de tes premiers souvenirs et du premier départ. Bleu, vide, rouge. C'est pas un bloc. Et les trains qui ne passent plus en dessus aussi rarement. Tu avais peur des grandes cheminées toutes proches, reliques de l'activité minière de la région. Tu t'es sentie grande et invincible à 1200 mètres d'altitude. Une vue à couper le souffle, du vent,
la banne d'Ordanche en Auvergne. Tu aurais voulu ne jamais redescendre. Des heures à attendre, à la gare Montparnasse. Les horloges te menacent. Toujours la même route, matin et soir, quelques pas, tu traverses. 800 mètres à droite, tu obéis. 1200 mètres plus tard, tu tournes à gauche. Depuis 3 ans. Pour varier, c'est vélo, voiture, pied, trottinette. Tu voudrais tester l'hélicoptère. Lui, il a des cheveux d'ivoire. Je vous l'avoue maintenant, en toute confidence, je fais d'intenses efforts de concentration lorsqu'il prend la parole. Si j'en perds le fil, mon esprit s'échauffe sous un soleil aride. Daniel. Paris, la ville-musée. Il ne l'aimait pas. Tout est petit, comme une maquette faite à partir d'une carte postale. Seulement les rencontres, les histoires, la ville intérieure commençait à avoir de l'intérêt. Il était revenu à l'ombre de sa terrasse, dans la maison où il avait grandi, au bord d'une petite rivière. Ne pas bouger au bord de la mer. C'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de plus. Se ressourcer sur les pierres de la plage, la lumière, la même qui rentre jusqu'à la terrasse du café central du village. Dali, Lorca et Buñuel. Tout ça pour pouvoir sauter en éclats le monde reçu. Rêver, inventer, un autre sourire face à la mer. Il aime Vitry. La ville en chantier. Les gens subissent les travaux. Ils font partie de ça. La galère du bus. Une partie d'un corps commun qui dérange, qui fait mal. Les rapports sont directs et les différences relient ce corps commun. Sa voisine est remplie de grâce. Ses petits yeux rieurs accompagnent son sourire ravageur. Elle se dessine comme du Picasso. Elle acquiesce en silence. Si nous étions en mer, elle serait mon capitaine. Lucie. Tu surgis par la porte ouverte de la cabane au fond du jardin. Tu y étais caché pour échapper au devoir du soir, profiter enfin de l'air estival, de l'odeur des écorces et de l'air humide. Jardin secret au fond du jardin familial. Tu découvres la banlieue parisienne. Ici, les gens vivent les uns au-dessus des autres. Tu dévales et grimpes les escaliers jusqu'au 4e et dernier étage. Ça te sent si haut, la cour vue depuis le balcon. On te dit d'arrêter de courir. Tu n'es pas dans ta campagne. Tu passes le pont du Périph', porte de Clignancourt, marché aux puces. Petite pépite au milieu du brouhaha général. Tu aimes ça. Maintenant, la banlieue, c'est chez toi. À la tombée de la nuit, tu as les pieds dans l'eau. La marée monte, tu ne vois plus maintenant que les silhouettes sombres des bunkers. Il est plus que temps de rentrer. Tes chaussures ont pris l'eau jusqu'aux genoux. Tu as froid dans ce paysage de ruines, mais tu te sens si vivante. Tu grimpes. Allez encore. Tu peux aller plus loin, plus haut. Tes jambes grincent, mais ta tête tient bon. Tu pousses encore vers le haut, de Géorgie jusqu'en Russie, col enneigé. Effort récompensé. Tu reprends ton souffle, et quel souffle. Un lutin se faufile quelquefois dans notre assemblée. Elle est remplie de facéties légères, tourbillonnantes. Elle dit des mots comme « Veux-tu que je te serve quelque chose ?» Je lui réponds non. Elle me dit « Veux-tu manger quelque chose ?» Je lui réponds non. Elle me dit « Veux-tu quelque chose ?» Et je lui réponds « Mais enfin, pense d'abord à toi. » Françoise. Benjamin. Tu dors dans une voiture avec du sable dans les orteils. L'air est résineux. La moquette prend feu, le mur se lézarde, la porte tombe, le bureau se brise. Tu es chez toi. C'est à la fin de l'été, au début de l'automne, sur une butte au centre
se dresse un arbre. À son pied, tu espères voir cet écureuil grimper à ton genou. Ta peau est humide. Tu pues le sel. Tu veux être dépassé. Tu flottes, comme une fourmi invitée au congrès sur l'importance d'être un bipède au XXIe siècle. Tu as des marques dans le dos, car tu es incapable de t'asseoir correctement. Mais tu continues de grimper. Tu marches seul dans un couloir attendant ton heure. Tu portes du cuir. J'ai envie de vous raconter une scène qui risque de vous sembler irréaliste. Pourtant, elle me vient d'un récit et de faits bien réels. Gino m'a transmis ce moment qu'il a vécu à travers le prisme de son regard touchant sur le monde. Et j'espère le retranscrire avec la même bonté et la même poésie. C'est l'histoire de deux hommes, Gino et son ami. L'histoire de deux hommes confrontés à ce que l'homme, avec son grand H, et malheureusement aussi avec sa grande H, peut faire de pire. Je parle de sa grande H, car ces hommes qui font naître des conflits militarisés, et ce même si la cause peut être parfois juste, ne font pas attention aux blessures qu'ils assènent sur les troncs constituant l'existence de chacun, ou bien sur les branches les liant aux gens qui les entourent. Il arrive même parfois qu'ils les poussent vers l'exil, les privant ainsi de leurs racines. Je m'égare. C'est l'histoire de deux hommes qui, chaussés de leur pompe tout-terrain, sortent de la forêt pour tenter de subsister dans la dureté du conflit. Plus grand-chose en poche, lorsqu'ils rencontrent un ami de l'ami de Gino. Celui-ci accepte de lui racheter son téléphone afin de l'aider. Mais les deux hommes sont émerveillés par la beauté du paysage, qui les a saisis dès leur sortie des fourrés. Le paysage est à la hauteur de ce qu'ils sont l'un pour l'autre, et Gino veut immortaliser ce moment sur son portable avant de s'en séparer. Un seul désir, ne pas oublier ce moment, ne pas oublier la force de leur lien et l'espoir de pouvoir revoir ce cliché un jour. Plus tard, peut-être, ils l'espèrent tous deux. Au moment de poser, les deux hommes, sans se consulter, lèvent une main au ciel, comme un signe d'espoir, d'attente d'un avenir qu'ils voudront partager, comme un signe d'une complicité qu'ils ne peuvent pas cacher, même dans la similitude de leurs gestes. L'un accroupi devant l'autre, et deux sourires qui percent la noirceur des jours, la noirceur de cette course en avant. Un cri au moment du clic de l'appareil, un cri de cet ami si important, de ce compagnon de route, au sens propre et au sens figuré du terme. Un moment figé dans un sourire, dans un cri, dans un geste, et devant un paysage à couper le souffle. Chantier, nom masculin. La mise en mouvement d'une transformation a lieu après une grande phase amont de conception d'un projet pour enfin donner forme à l'idée, au dessin. La mise en œuvre des matériaux, assemblage, pour parler d'une réalisation qui prend corps, prend place dans l'espace, prend sa place, presque définitive, ou pour un temps. Interroge la pérennité de l'installation, du solide. Le chantier, c'est la construction d'un soi, mais aussi d'un collectif, d'un tout mêlant les êtres, les lieux, les histoires, les présents et les rêves. Le chantier, c'est la vie qui suit son cours en luttant contre l'immobilité, le contentement, la faim. Terme raffiné pour exprimer le sentiment que la vie c'est compliqué et remplaçant élégamment les fameuses expressions « Oh là là, quel bordel !» ou encore « Mais putain, quelle galère !» Être en chantier, c'est le chantier. Faire un chantier, aller sur un chantier, travailler sur un chantier.
Chantier, nom commun masculin, endroit ou situation en cours de changement ou désorganisé, changement travaillé et réfléchi, ou pas. Bouleversement d'un lieu, passer d'un état A à un état B, l'état voulu, recherché, le résultat d'un chantier. Mais quel est le but d'un chantier? Améliorer ou détruire? Détruire pour améliorer? Améliorer en construisant? Construire pour servir le changement? Changer pour renouveler? Renouveler car c'est inévitable? Arrête-t-on un jour d'être en chantier? Fini? Stabilisé? Au summum du pratique, du beau, du sécurisé, du rien à améliorer? C'est chanter. Volontiers, c'est chanter volontiers avec un tiers en vue d'amener les notes vers le haut. Des fois, c'est monotone et long, comme à Vitry départemental. Des fois, c'est comme une fondue des mentales au Chablis. Chantier à bras ouverts pour monter vers le soleil. Être à la fois dans l'inachevé et dans la construction. Certains le voient comme un beau foutoir, d'autres comme une création, un devenir. Une vision, une image avec laquelle sont agencées les différentes matières du monde. Et construire le monde et le refaire pour que ça nous corresponde mieux. Le monde comme un grand collapse de fonctions d'onde, revenir à la formule de probabilité et recommencer à nouveau. Ils ont répété qu'hier. Ah ouais, on répète avec que j'ai pas présenté Bogdan Atizi qui nous a rejoint pour mettre en scène cette présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci à notre soutien technique très patient. Merci.